Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h29, bientôt 30 minutes sur Studio Kalita lors de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue que nous allons débuter par le Israël Hayom qui consacre ce matin sa manchette à deux nouvelles menaces du Hezbollah. Le quotidien proche du pouvoir en Israël indique en effet que sous le couvert d'ingénieurs environnementaux, les terroristes du Hezbollah installent des positions d'observation à 1 kilomètre à peine de la frontière entre Israël et le Liban, et ce bien entendu en violation flagrante de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, votée au lendemain de la Seconde Guerre du Liban. Selon des sources provenant des services de renseignement militaire israéliens, l'Iran disposerait également de bases de missiles en Irak, et le Israël Hayom se fait également l'écho d'une intervention remarquée et assez rare du patron du Mossad Yossi Cohen qui a déclaré hier: si nous avons la possibilité de vaincre l'Iran, je serai certes sans travail, mais si nous perdons contre l'Iran, je serai sans maison, a déclaré donc le patron du Mossad israélien. Pour Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, les révélations du journal sur la présence du Hezbollah, si près de la frontière avec Israël, sont une sorte de mise en garde israélienne à la communauté internationale afin que le Hezbollah et son patron iranien respecte les résolutions internationales. L'ensemble des quotidiens israéliens reviennent ce matin sur la décision du roi Abdallah de Jordanie de ne pas renouveler les clauses annexes du traité de paix israélo-jordanien de 1994. Il s'agit des clauses sur la souveraineté des zones de Naharaïm au nord et de Tzofar dans la Harava au sud. Les journaux se font ce matin largement l'écho de la réponse du chef de la diplomatie jordanienne à la déclaration du Premier ministre sur d'éventuelles négociations entre Israël et la Jordanie pour déterminer l'avenir de ces zones. Hier, le ministre jordanien a clairement signifié qu'il n'était pas question de négocier l'annulation de ces clauses. Nous ne serons pas souples, nous avons tous les moyens de mettre en défense nos intérêts. Quant au Israël Hayom, quant au Yediot Aharonot, il se fait ce matin l'écho en manchette de ce qu'il qualifie d'absurde jordanien. En effet, alors que les Jordaniens exigent le retour des zones de Naharaïm et de Tzofar, Israël augmente les quantités d'eau qu'il fournit annuellement à ce pays, à la Jordanie. Il s'avère en effet que la Jordanie a demandé expressément il y a quelques mois à Israël d'augmenter les quantités d'eau en raison en particulier de la présence sur son territoire dans le nord du pays de centaines de milliers de réfugiés syriens. Et donc, apparemment, Israël a donné satisfaction à la requête jordanienne. Cependant, le Yediot Aharonot se fait également l'écho d'un aveu de la part de certains membres du gouvernement qui admettent qu'une partie de la responsabilité dans cette crise provient d'Israël et qu'il y a déjà plus de 2 ans que de hauts fonctionnaires jordaniens avaient mis en garde les Israéliens à propos de ces 2 annexes du traité de paix sur les 2 enclaves qui devaient être donc révisées. Quant à Nadav Shragai, le spécialiste de Jérusalem au Israël Hayom, il écrit ce matin que si des pourparlers sont engagés entre Israël et la Jordanie, c'est Israël qui risque de devoir céder. Par exemple, accepter le principe d'un échange en échange d'une réduction du nombre de fidèles juifs qui seront autorisés dans l'avenir à se promener sur le mont du Temple, qui, on le sait, est contrôlé par le Waqf sous les ordres de la Jordanie. Enfin, pour clore ce dossier, le Times of Israel publie l'analyse d'Avi Sakharov, son expert des affaires arabes, qui affirme qu'en dépit de l'ingratitude d'Aman, l'accord de paix israélo-jordanien reste, selon lui, solide. Le Maariv reprend ce matin en évidence des révélations faites hier soir par la chaîne 10 de la télévision israélienne sur des déclarations de Donald Trump lors d'une rencontre avec le président français Emmanuel Macron le 24 septembre dernier, en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. Macron aurait en effet demandé à Donald Trump pourquoi était-il aussi dur avec les Palestiniens. Trump lui aurait répondu: « J'ai été ferme avec eux parce qu'ils refusent de dialoguer avec nous, mais je saurais également être ferme avec Bibi, comme je le suis actuellement avec les Palestiniens. J'ai beaucoup donné à Bibi et j'ai l'intention de faire pression sur lui pour qu'il accepte mon plan de paix. » Fin de citation apparemment donc de ces propos du président américain au président français. Quant à Emmanuel Macron, il aurait confié à Trump son sentiment selon lequel Binyamin Netanyahou préférait le statu quo actuel à un développement dans les pourparlers avec les Palestiniens. Le Yediot Aharonot mentionne ce matin en page 3 un projet de loi inédit visant à faire payer à l'autorité palestinienne le coût de l'hospitalisation en Israël des terroristes palestiniens blessés après avoir commis des attentats.
contre des civils israéliens. Jusqu'à présent, en effet, le coût de ces hospitalisations de ces terroristes était endossé, tenez-vous bien, par l'État d'Israël. C'est le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, qui a pris cette initiative. Ardan estime que le coût de ces hospitalisations doit être déduit des sommes de TVA qu'Israël verse chaque mois à l'autorité palestinienne. Selon des estimations de la police, Israël paie chaque année environ 2 millions de shekels pour financer les hospitalisations et les frais d'hospitalisation et de traitement des terroristes palestiniens qui sont venus sur son territoire commettre des attentats contre des civils et des militaires israéliens. Cela peut paraître stupéfiant, mais c'est vrai. Les quotidiens israéliens et les sites d'information se font l'écho ce matin de la visite de 3 jours entamée hier par le vice-président chinois Wang Qingchang en Israël, à la tête d'une très importante délégation de ministres et d'hommes d'affaires, dont le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, qui est de passage en Israël pour la seconde fois en 6 mois. La raison de la visite officielle du vice-président est sa participation au 4e sommet de l'innovation israélo-chinoise. Hier soir, le vice-président chinois a dîné à la résidence du Premier ministre au cœur de Jérusalem. Au cours de ce dîner, il a surtout été question du développement impressionnant des relations économiques et commerciales entre la Chine et Israël. Il convient par exemple de souligner qu'au cours des 8 premiers mois de l'année 2018, les exportations israéliennes vers la Chine ont augmenté de 60% et se sont donc chiffrées à quelque 3,5 milliards de dollars. Parallèlement, des entreprises chinoises sont directement impliquées dans le développement d'infrastructures majeures en Israël, comme l'élargissement des ports de Haïfa et d'Ashdod. Le partenariat israélo-chinois devrait également s'intensifier dans le cadre de la nouvelle route de la soie, le gigantesque projet de développement lancé par la Chine. Ce rapprochement entre Israël et la Chine semble préoccuper les Américains qui ne le voient pas d'un très bon œil, mais côté israélien, on a tenu hier à rassurer l'administration de Donald Trump. Tous les quotidiens israéliens se penchent et de jour en jour avec plus d'intérêt sur l'affaire du journaliste Jamal Khashoggi qui a été apparemment, on le sait, assassiné par des agents saoudiens dans l'enceinte du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Et les journaux expliquent que l'étau se resserre autour du prince héritier Mohammed ibn Salman, MBS pour les amis, qui est tenu pour responsable de cette élimination de celui qui était un critique virulent du régime saoudien. Et ce matin, le docteur Mordechai Kedar, expert des affaires arabes, lui s'en prend dans son éditorial dans le Israël Hayom à MBS en l'accusant d'être, je cite, un personnage stupide. Stupide, écrit-il, pour avoir organisé le plus stupide assassinat d'un opposant de l'histoire. Stupide pour s'être mêlé à la guerre au Yémen. Stupide pour avoir arrêté Saad el-Hariri. Stupide pour avoir trahi les membres de sa famille en les arrêtant à l'hôtel Ritz de Riyad et en leur extorquant des milliards de dollars. Et face à cette affaire, les Iraniens et le Qatar se frottent les mains, écrit le professeur Mordechai Kedar, et il faut supposer que sous peu le roi Salman se choisisse un autre prince héritier. Revenons au Yediot Aharonot avec la protestation exprimée par Ben Dror Yemini en première page du journal. Protestation contre la loi sur la loyauté dans la culture, initiée par la ministre de la Culture Miri Regev. Pour Ben Dror, ce projet de loi risque qui empêche l'État de financer des projets culturels qui portent atteinte à l'image d'Israël et soutiennent le terroriste n'aurait jamais dû voir le jour, car les démocraties n'ont pas besoin de lois de ce type. Mais tout de même, Ben Dror Yemini précise que c'est la gauche qui doit s'en prendre à elle-même, car elle a tiré trop fort la corde au cours des dernières années. Il faut rappeler, écrit Ben Dror dans son éditorial, qu'une artiste israélienne n'a pas hésité à écrire une pièce de théâtre qui repose sur les écrits d'un terroriste palestinien aujourd'hui détenu en Israël. Regev a critiqué le fait que l'État ait pu subventionner un tel projet et les artistes se sont dressés contre elle pour soutenir une telle folie. Et de rajouter, donc, Ben Dror Yemini, pourquoi les artistes ne s'émeuvent pas également des vérifications faites actuellement contre la Mechina d'Eli afin de déterminer si certains de ces rabbins n'ont pas dépassé les limites dans la liberté d'expression, se demande Ben Dror Yemini, qui estime qu'il y a une sorte de double langage, de poids et de mesure de la part des artistes israéliens en matière de liberté d'expression. Le Israël Hayom souligne que c'est aujourd'hui que le dossier de la disparition d'une partie du patrimoine historique des Juifs du Yémen sera débattu à la Knesset. C'est le Israël Hayom qui avait révélé cette disparition en début de semaine et le journal souligne ce matin qu'un développement particulièrement triste, le petit-fils du grand rabbin des Juifs du Yémen, le Rav Shlomo Rokar, qui avait justement alerté le journal sur cette disparition, est décédé hier à l'âge de 83 ans. Le Rav était le grand rabbin séfarade de Bnei Brak. Le journal souligne également que le Rav Rokar a lui-même été l'une des victimes de l'affaire de la disparition des
des enfants yéménites puisque sa sœur a disparu. Donc au début des années 50, le Israël Hayom rappelle que les Olim du Yémen qui avaient fait leur aliyah via l'agence juive et à cette époque avaient été contraints de se séparer de leurs bagages et même des biens de la communauté comme des sifrei Torah et des milliers de livres de Kodesh. L'agence juive leur avait garanti qu'il serait que ces livres et ces valises seraient acheminés par bateau, mais sur les 40 000 juifs yéménites qui sont montés en Israël sur les ailes de l'aigle, comme on le disait à l'époque en parlant des avions qui ont acheminé cette communauté en Israël, seuls 200 ont reçu leurs biens finalement. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Il est 8h39 sur Studio de Kalita. Nous allons marquer une pause musicale et nous serons tout de suite après avec Yosh Amishav pour parler des discours extrêmement virulents des petits-fils de Yitzhak Rabin lors des cérémonies de commémoration marquant le 23e assassinat de leur grand-père, le Premier ministre Yitzhak Rabin. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.